Bonjour et bienvenue dans l'émission Réalisation de Fatchi, un programme au cœur des actions et réalisations du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, concrétisé par différentes initiatives privées et publiques dans toute la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes au Conseil national de la couverture santé universelle pour découvrir avec son coordonnateur, M. Polydor Mbongani Kabila, ce programme qui vise à garantir l'accès aux soins de santé de qualité pour tous les résidents congolais et ce, sans distinction de leur situation économique. Penchons-nous donc ensemble sur l'état actuel de la couverture santé universelle, les avancées et défis de son extension dans toute la République démocratique du Congo. Monsieur le coordonnateur Polydor Mbongani Kabila, bonjour, comment allez-vous? Bonjour Madame Julie, je vais très bien et vous? Je vais bien. En tout cas, merci infiniment de nous recevoir, sachant que votre emploi du temps est saturé, n'est-ce pas? Oui, mais bon, alors, je suis ravie de vous revoir, puisque nous avons déjà travaillé ensemble. Ouais. Nous allons bien sûr parler de la couverture santé universelle. Vous allez un peu nous expliquer de quoi il s'agit, mais aussi où on en est actuellement. Alors, rentrons dans le vif du sujet, mais d'abord, Monsieur Polydor Mbongani Kabila, vu par l'humaine, une petite présentation, quelques mots s'il vous plaît. Bon, moi je suis médecin de formation, si je peux commencer par là. J'ai fini ici à l'université de Kinshasa il y a plusieurs décennies, je ne vais pas vous dire combien. Et puis j'ai fait un peu le tour du monde, en commençant par l'Afrique du Sud, le Canada, où je me suis spécialisé en médecine de famille, médecine du travail. Et puis je suis revenu au pays depuis 2019, à temps partiel et puis à temps plein depuis 2022. Et je travaillais déjà depuis 2019 dans le cadre de la couverture santé universelle avec l'ancien conseiller spécial en charge de maladies universelles. Je suis très impliqué pour le moment dans cette réforme et qui est une vision extraordinaire du chef de l'État. Oui, extraordinaire et très ambitieuse. Vouloir que chaque Congolais puisse avoir accès aux meilleurs soins, à des soins de qualité, peu importe sa situation, ses origines et où il se trouve. Alors, rappelez-nous un peu de quoi il s'agit ce vaste programme. Alors, ce vaste programme consiste tout simplement à nous assurer, et c'est ça en fait la définition de la couverture santé universelle, que chaque résident, ce n'est pas seulement les citoyens congolais, toute personne résidant en RDC puisse avoir accès à des soins de qualité, des soins équitables, mais sans qu'ils souffrent d'une ruine financière. Comme vous le savez, l'accès aux soins de santé peut être bien sûr freiné du fait des difficultés financières. Et parfois, le fait d'accéder à des soins de santé peut entraîner une ruine financière, la vente d'une maison par exemple. Et donc, l'objectif ici, c'est de nous assurer que nous donnons cet accès, mais en même temps, nous protégeons la population contre ces risques de ruine financière. Ok, alors actuellement on en est où? Il y a eu quand même une grande évolution, je pense. L'expansion se fait de plus en plus, mais on en est où et quels en sont les bénéficiaires jusqu'à présent ici en 2024? Ok, alors vous ne voulez certainement pas que je passe dans toute la réforme en commençant par la mise en place du Conseil, mais je vais peut-être le mentionner rapidement. Bien sûr, bien sûr. Le Conseil national de la couverture santé universelle a été créé en 2021, mais cela ne signifie pas que son Excellence le Président de la République n'avait pas déjà une politique pour la mise en place de la couverture santé universelle. Comme je vous ai dit, il y a eu la nomination du Conseil spécial en charge de maladies universelles dès son accession à la magistrature suprême. Et donc, dans son premier cabinet, il avait déjà impulsé cette réforme. Et donc, suite au travail qui s'est fait, à cette époque-là, il y a eu finalement, le président a créé le Conseil national de la couverture santé universelle, qui est composé des deux organes, le comité de pilotage qui dirige lui-même et la coordination que je dirige. Et le comité de pilotage, lui, il inclut le président de la République, bien sûr, le Premier ministre, ainsi que des ministres sectoriels et son directeur de cabinet. Je fais office de secrétaire-rapporteur du comité de pilotage, et la coordination, c'est moi qui dirige, avec le secrétaire général des différents secteurs. Et donc ça, c'était le premier jalon, si je pourrais ainsi dire, pour nous amener à ce grand processus de mise en place de la couverture santé universelle.
Et puis par la suite, nous sommes passés à l'adoption du plan stratégique national de la CSU en décembre 2021, et puis à la mise en place des établissements de facilitation de la couverture santé universelle en 2022, avec la nomination des mandataires ou des administrateurs. Et en septembre 2023, il y a eu le lancement du premier paquet de soins de la couverture santé universelle, donc la gratuité de la prise en charge des femmes enceintes. En ce jour du 5 septembre 2023, je suis heureux d'annoncer le lancement du programme de gratuité des accouchements dans la ville de Kinshasa, qui est le premier paquet de soins de notre mise en œuvre de la couverture santé universelle. Des accouchements et de la prise en charge des nouveau-nés, qui a d'ailleurs été lancé par son Excellence le Président de la République lui-même, le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le 5 septembre 2023 à l'hôpital du Kanchachi. Alors, si vous voulez me demander où est-ce que nous en sommes en termes de progrès, le 5 septembre, nous avons lancé dans la ville-province de Kinshasa. Okay? Mais cela a enchaîné, il y a eu une réaction en chaîne dans nos discussions avec différents partenaires, toujours sous l'impulsion de son Excellence le Président de la République, avec l'aide du gouvernement. La Banque mondiale a restructuré un de ce programmes, qu'on appelle le programme multisectoriel de nutrition et de santé, pour nous permettre de faire une extension dans notre province. Donc, septembre, nous lançons à Kinshasa. Octobre, nous lançons dans 4 provinces, donc le Sud Kivu, Kwilu, Kasai central. Et par la suite, en début d'année 2024, depuis le mois d'avril 2024, oui, donc nous avons lancé dans 7 autres provinces. Donc là, ça nous fait 11. Mais avec le financement que nous avions reçu sur Kinshasa, qui est un financement propre du gouvernement, à hauteur de 42 millions de dollars, nous avons fait l'extension au Congo central, où nous avons déjà fini le processus d'accréditation de tous les établissements et donc la prise en charge commence nécessairement. Nous sommes donc dans 13 provinces pratiquement, donc la moitié des provinces de la République. Donc ça bouge. Oui, ça bouge. Oui, ça bouge. Et là, si vous voulez, bon, on pourra en parler plus tard, je vais vous donner les chiffres exacts de personnes qui ont déjà été prises en charge, les bénéficiaires, comme vous l'avez dit, qui en ont profité depuis. Majina naitwa Bukenge Mongane Daniela. Tunashukuru sana kwa gratuite ya maternite. Antuka ni shukrani sana. Mungu asaidie, azidishe. Vraiment nasepeli makasi na makambo eleki lelo. Ya liboso nasepeli pona makambo ya mokonzi na biso mboka asaleli biso bobota ya ofele bazo soigner bien bakisi ya ofele nyonso ya ofele. Alors, malheureusement, l'actualité, c'est aussi cette épidémie avec laquelle vous êtes très occupé. Monkeypox, la maladie du singe. Ouais, la variole du singe. La variole, pardon, la variole du singe. Ça, c'est une préoccupation. Alors, comment ça se passe un peu pour la gestion? Est-ce que vous pouvez éventuellement donner un message à la population par rapport à cette épidémie, avec les gens qui sont très paniqués? On est en train, je pense également, de parler d'un vaccin. Qu'en dites-vous, s'il vous plaît, monsieur le coordinateur? Bon, ce que je veux dire, c'est qu'il y a déjà une riposte qui est menée par son Excellence le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, qui a d'ailleurs eu un point de presse hier à la télévision pour expliquer l'approche gouvernementale. Ce que je peux vous dire, c'est que nous, dans le cadre de la couverture santé universelle, il y a un établissement public, particulièrement l'Institut national de santé publique, qui est un des établissements de facilitation de la CSU, qui est pratiquement en train de diriger la riposte. C'est ça son rôle, entre autres, la riposte vis-à-vis des pandémies, des épidémies. Et là, c'est à travers une structure qu'ils appellent le Centre opérationnel de gestion des santé publique. Et donc, leur rôle, c'est de coordonner cette riposte. Et évidemment, en travaillant avec son Excellence ministre de la Santé et les services, y compris le service de vaccination, il y a la première approche, bien sûr, c'est la prévention, donc éviter des contacts à risque, parce que comme vous l'avez appris, au-delà du fait que les personnes qui côtoient directement les personnes qui sont infectées par cette maladie peuvent l'attraper,
mais il y a aussi les contacts sexuels, qui est un nouveau mode de transmission qui a été identifié. Donc, ça appelle à la prudence. En termes de vaccination, le ministre est en train de travailler avec toutes les parties prenantes pour que nous puissions avoir accès à des vaccins qui ont déjà été utilisés dans d'autres pays, comme les États-Unis et le Japon. Mais donc, la situation est sous contrôle, il n'y a pas de quoi paniquer. Est-ce qu'il y a des gestes barrières qu'on doit déjà envisager? Oui, les gestes barrières sont les mêmes. Bien se laver les mains. Laver les mains, éviter des contacts, bien sûr, avec une personne qui est évidemment infectée, avec les liquides corporels de cette personne. Oui, donc toutes ces choses sont des mesures, les mêmes mesures barrières qu'on utiliserait dans n'importe quelle maladie infectieuse qui se transmet par proximité. D'accord. Voilà. Merci beaucoup pour cette information qui nous a un peu plus rassurés. Alors, couverture santé universelle, un projet ambitieux, hein, on l'a dit, dans un très vaste territoire. Quels en sont les défis? Parce qu'à mon avis, il y en a des nombreux, hein, juste par rapport au fait de ce vaste territoire et des conditions parfois très reculées de certains Congolais. Quels sont les plus grands défis que vous avez et que vous rencontrez encore? Bien sûr, je commence par le défi que vous avez identifié vous-même. Les défis par rapport à l'étendue de notre territoire. Et puis les spécificités de chaque province. Parce que ce que nous sommes en mesure de faire à Kinshasa, nous ne sommes pas nécessairement en mesure de le faire au Sankuru ou au Congo central, parce que les situations sont spécifiques à ces provinces. Donc le défi d'accès à certaines des provinces, pour nous, il reste très évident. Mais cela ne nous empêche pas, justement, d'aller. Il y a eu des précurseurs, bien sûr, qui ont planté des jalons, mais nous sommes, pour le moment, comme je l'ai dit, dans 13 provinces. Et je peux peut-être nommer d'autres, au-delà de celles que j'ai déjà nommées. Nous sommes aussi à la Tchapa, nous sommes au Mongala, nous sommes au sud Bangui, nous sommes au nord Kivu, au-delà du sud Kivu, nous sommes au Olomami, et puis le Gambandundu, donc le Kwango et le Maindombe, donc tout le Gambandundu est pris en charge dans le cadre de ce projet. Donc malgré les spécificités différentes, nous allons et nous dealons, comme on dit, hein, avec ces spécificités des provinces au fur et à mesure. C'est aussi un processus apprenant, comme vous savez. Ça, c'est un des défis. L'autre défi, c'est bien sûr celui du financement. Et ça peut être un défi majeur. Mais vous savez que c'est un programme qui est impulsé par le chef de l'État lui-même. Mais ici, je voudrais remercier le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour vraiment son engagement personnel, parce que n'eût été cela, nous ne serons pas où nous sommes. Et vous savez qu'il y a, je crois, 3 ou 4 semaines, il a encore donné des instructions claires lors d'un conseil des ministres afin de faire avancer l'agenda de la CSU par non seulement l'extension de la gratuité des accouchements, mais aussi la prise en charge des agents publics de l'État. Et ça inclut bien sûr les forces armées, la police nationale congolaise et tous les autres, les fonctionnaires de l'État. Et là, d'ici 2025. Et donc, nous sommes déjà dans ce travail pour étendre non seulement au niveau du territoire, mais aussi étendre le paquet de couverture, parce que bien sûr, tous les agents publics de l'État ne sont pas des femmes enceintes. En tout cas, à ce que je sache. Et à un moment donné, on s'arrête quand même. Hein? Ben, oui, c'est ça. Et donc, il y a cette partie de la population, vraiment une couche de la population importante qui va être prise en charge, encore suite à cette avancée de la couverture santé universelle. Ça, c'est un défi. Mais alors, le financement, c'est que c'est un programme ambitieux, comme vous le dites. Mais le gouvernement s'attelle, sur l'instruction du président de la République, à disponibiliser ce financement et nous sommes assurés que cela va se faire. Pour ce qui est de la gratuité des accouchements, nous avons besoin de 200 millions de dollars annuellement pour que ça s'étende au reste de la République. Et nous avons reçu des assurances du gouvernement que cela va se faire. Alors également, comme défi, je pense qu'il y a tout ce qui est l'équipement, etc. Voilà. Maintenant, je me pose la question, et je pense que c'est une question que beaucoup se posent, c'est que la santé n'a pas de prix. Je veux dire, c'est une des priorités. Pourquoi est-ce que parfois c'est tellement difficile de pouvoir avoir accès à ce qui est essentiel? Ok.
La première Là, chose que je vais... Oui, je sais. Qualité de soins, oui, vous avez raison. Là, vous avez vraiment touché à un problème majeur aussi. C'est un des défis. Ce que nous avons constaté quand nous avons commencé avec la gratuité des accouchements, c'est que du fait de la gratuité, bien sûr, du fait que le gouvernement prend en charge les femmes enceintes ainsi que les nouveau-nés, il y a bien sûr plus d'accès, parce que la barrière financière est enlevée. Mais cela n'a pas immédiatement, de façon spontanée, amélioré la qualité de soins que les gens trouvent sur le terrain. Et donc, dans le cadre de la couverture santé universelle, il y a une approche que nous avons prise. C'est celle aussi d'améliorer la qualité par la prise en charge de la formation des prestataires, par exemple. Que nous venons de compléter la première cohorte de formation des sages-femmes, que nous avons mise à niveau avec l'aide justement de l'Institut national de santé publique et de l'école de santé publique de Kinshasa, mais aussi nous avons aussi une politique d'équiper les établissements de soins de santé. Nous avions commencé d'ailleurs par les hôpitaux des services, pas nécessairement des références, mais des services spécialisés tels que les FARDC, la police. Ils ont été les premiers à être équipés. Les services de néonatologie à cause de leur spécialité. Et aussi les hôpitaux généraux de référence, les centres de santé. Mais au-delà de ce que nous faisons strictement dans le cadre de la CSU, le gouvernement aussi est en train d'investir dans les équipements, par exemple à travers le programme PDCS, où ils ont eu à équiper plus de 2000 établissements de soins à travers la République. Donc il y a cette approche-là. Les moyens sont limités. Vous dites que la santé n'a pas de prix. Il y a quelque chose que nous disons dans le cadre de la couverture santé universelle, que les besoins sont illimités, mais les moyens sont limités. Alors nous avons une stratégie de mise en œuvre qui tient compte de certains principes. Nous regardons aux problèmes qui causent le plus de morbidité, donc qui rendent les gens le plus malades, et les problèmes qui causent le plus de décès. Et nous priorisons de cette manière pour vraiment avoir le plus d'impact sur la santé des Congolais. C'est ainsi que vous verrez que nous avons commencé avec la santé de la mère et de l'enfant. Pourquoi? Parce que plus de 50% de la mortalité proportionnelle en RDC est du fait des problèmes de la mère et du nouveau-né. Plus de 50% de la mortalité proportionnelle. Donc c'est très significatif. Et puis le prochain paquet de soins va inclure bien sûr les maladies infectieuses. Et si nous associons les maladies infectieuses à la santé de la mère et de l'enfant, les traumatismes, et ça nous couvre plus de 72% de causes de mortalité, donc c'est un grand impact. Et nous espérons ainsi atteindre cet objectif que nous nous sommes tous fixés, le ministère de la Santé et nous autres, pour augmenter l'espérance de vie des Congolais par ces approches. D'ici 10 ans, nous espérons que nous pourrons améliorer l'espérance de vie de 20 ans. Il était question aussi d'avoir une politique d'encadrement pour la planification des naissances. La planification familiale. La planification familiale, excusez-moi, parce que ça c'était aussi un problème des femmes qui parfois étaient dans des conditions très précaires, mais qui avaient beaucoup trop enfin pas d'enfants, mais qui accouchaient beaucoup trop. Est-ce que ça, c'est effectif également? Oui, parce que, vous savez, quand nous faisons les consultations prénatales, une des choses que nous faisons, c'est l'éducation de la femme. Pendant les consultations prénatales. Et de l'homme aussi. Hein. Et de l'homme. Je ne devais pas manquer ça. L'éducation de la femme et de l'homme. L'éducation du couple. L'éducation du couple. Et donc la prévention comment dirais-je, la planification des grossesses. Et ça, ce n'est pas nécessairement dans le sens de contrôler la croissance de la population, mais de minimiser les risques pour la femme. Les grossesses rapprochées, les grossesses précoces, les grossesses nombreuses sont associées avec une forte augmentation de la mortalité. Généralement pas des hémorragies. Parce qu'une femme dont l'utérus n'a pas eu le temps de se reposer, bien sûr, elle a beaucoup plus de chances de faire une hémorragie après avoir accouché. De même qu'une femme qui a beaucoup de grossesse, parce que son utérus est un peu plus souple, si je peux utiliser le mot. Et donc, elle fait beaucoup plus facilement des hémorragies en postpartum. Et donc, c'est pour ça que nous disons que ce n'est pas juste un contrôle de naissance, mais c'est plutôt une stratégie pour réduire la mortalité
de la femme, du fait de ces complications. Alors, à un moment donné, il y a eu quelques plaintes quand même, que vous avez déplorées d'ailleurs, de certains bénéficiaires qui étaient victimes un peu de non-respect des règles. Parce qu'il y a des règles que vous avez instituées qui n'ont pas forcément été respectées dans tous les centres de santé. Comment vous avez pu gérer cette question-là? Il y a, bien sûr, comme vous dites, hein, nous sommes dans une réforme, et quand il y a une réforme, tout ne roule pas toujours sur des roulettes. Donc il y a de la résistance et parfois des mauvaises habitudes qui se sont accumulées au fil d'années, dont on a du mal à se débarrasser. Et donc, il y a bien sûr des problèmes, des défis en termes même de la gestion des finances que nous attribuons aux établissements de soins pour la prise en charge des patientes ou des patients qui vont les voir, dans le cadre de la CSU. Il y a eu des détournements, ça c'est vrai. Il y a eu une mégestion et même, je dirais, un manque d'équité dans la distribution des recettes. Ça c'est un des problèmes. Mais il y a aussi tout simplement la triche dans le sens des gens qui inventent des cas. Hein, donc, qui vous disent, nous avons vu 100 cas alors qu'ils en ont vu 5. Et donc, nous avons mis en place un système. Un système qui est composé de plusieurs parties prenantes pour qu'on ne puisse pas influencer une seule partie prenante et parvenir à tromper le système. Première partie prenante, nous avons demandé à l'IGF de venir nous encadrer. Oui, dans le cadre de la CSU, parfaitement, nous avons fait une demande. Déjà pour les établissements de facilitation de la mise en œuvre de la CSU, qui ont reçu pratiquement 42 millions de dollars grâce aux efforts du gouvernement, et bien sûr sous l'impulsion du chef de l'État. C'est beaucoup de sous ça. Et donc nous avons demandé à l'IGF de venir encadrer les établissements qui avaient la responsabilité de gérer ces fonds, mais aussi de voir comment les choses se passent au niveau des établissements de soins. Essentiellement les grands hôpitaux pour nous, et ensuite nous rapporter, pour nous dire quels sont les défis, les difficultés qu'ils ont identifiées. Il y a l'inspection générale de santé, dont le travail, c'est de s'assurer de la qualité des soins. Vous savez, quand vous allez dans un hôpital, il y a une prise en charge qui est attendue. Hein, donc, il y a des protocoles, il y a des choses qui doivent se faire. Nous avions tous suivi l'histoire malheureuse de la dame qui a été transférée d'hôpital en hôpital et parfois à certains endroits on a refusé l'accès et elle a fini par perdre la vie. Et ça, c'est des choses tout simplement inacceptables. Et bien sûr, il doit y avoir des répercussions pour ce genre de choses. Alors, l'inspection générale de santé fait ce travail. Mais avant même qu'on arrive à cela, il y a l'autorité de régulation et de contrôle de la couverture santé universelle, un autre établissement de facilitation de la CSU dont le travail est de s'assurer que tout le monde respecte les normes, avant même qu'il n'y ait de problème. C'est ainsi que pour que nous puissions accréditer un établissement de soins, il doit avoir le visa de l'ARC CSU, l'autorité de régulation et de contrôle de la CSU, qui nous dit il y a quand même un niveau acceptable, ce n'est pas peut-être le meilleur des niveaux, mais un niveau acceptable pour la prise en charge de ces femmes et de ces enfants. Mais il continue à contrôler, à surveiller. Il y a aussi, dans le cadre de l'assurance médicale, donc le Fonds de solidarité de santé, un autre établissement de facilitation de la CSU, mais qui a la charge de payer les prestations, des médecins conseils. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur place. Quand on envoie les factures, il y a d'abord une première équipe d'un établissement privé que nous utilisons pour faire la vérification de la conformité des factures. Et maintenant, il y a des médecins contrôle qui partent pour faire la contre-vérification. Waouh! Ouais. Et c'est seulement après la vérification et la contre-vérification que nous payons les factures. Donc, tout est vraiment sous contrôle. Oui. Et en plus, j'ai oublié, la dernière des choses, c'est que nous sommes en train de digitaliser le système de manière qu'il y ait traçabilité à tous les niveaux. Et ça, c'est encore un autre établissement de facilitation de la couverture santé universelle qui est en train de mettre ça en place. La digitalisation du système nous permettra d'avoir des dossiers médicaux informatisés. Donc, vous, madame, quand vous allez dans un établissement, on vous identifie biométriquement. Et du moment que vous entrez dans le système, on vous suit électroniquement jusqu'à ce que vous sortez du système. Et donc, nous recevons cette information de façon simultanée et instantanée presque. Et donc ça, c'est aussi un système que nous sommes en train de mettre en place pour contrôler et minimiser les risques de dérapage.
En fin de compte, monsieur le coordonnateur Mbongani Kabila, êtes-vous satisfait de tout ça? Oui, je crois qu'il y a des raisons d'être satisfait. Et je vous dirai pourquoi la population peut être portée à témoin. Pour le moment, grâce à cette grande approche de la CSU impulsée par le chef de l'État, il y a pas mal de femmes qui ont déjà été couvertes, et de bébés, et leurs bébés. Pour la ville-province de Kinshasa, nous sommes au troisième, à la fin du deuxième trimestre de cette année, depuis septembre, non, à la fin du troisième trimestre, pardon, que nous sommes en train d'arriver, nous aurons couvert plus de 180 000 femmes et bébés. C'est pour Kinshasa. Alors, si vous incluez les provinces, c'est plus de 530 femmes dans les provinces. Donc, si vous faites un calcul mental rapide, nous sommes à plus de 800 000 accouchements déjà avant la fin de l'année, avant d'accomplir une année. Je suis certain que si nous accomplissons une année, nous serons à plus d'1 million de femmes qui auront été prises en charge par ce programme. Donc, franchement, là, il y a des raisons de célébrer. Et ça, c'est du point de vue de la protection financière de toutes ces femmes et de tous ces bébés. Nous disons toujours qu'à chaque femme, il y a un bébé associé, n'est-ce pas? Donc, ça fait 1 million de femmes et presque 1 million de bébés qui ont été pris en charge par ce programme au niveau de la République. Et ça, je parle des accouchements, hein, je ne parle pas des consultations prénatales, des visites à l'hôpital, parce que nous prenons en charge même les maladies liées à la grossesse ou qui surviennent pendant la grossesse. Donc c'est au-delà de ces chiffres que je suis en train de mentionner, dont le programme a pris en charge, et je voudrais en remercier sincèrement le président de la République. Justement, pour votre conclusion, votre mot de la fin, qu'est-ce que vous aimeriez dire à la population qui nous suit et qui a vraiment besoin que sa santé soit totalement prise en charge, et également au chef de l'État, s'il vous plaît? Voilà, ce que je voudrais dire, c'est d'abord remercier cette population pour la confiance qu'ils ont renouvelée au chef de l'État. Et aussi le fait que cette population est en train de nous accompagner par des témoignages assez clairs que nous voyons, et nous voulons les rassurer que nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour que ce programme aille de l'avant et porte les fruits tels qu'impulsés par le chef de l'État. Et les fruits, c'est quoi? C'est cet accès que j'ai déjà décrit, donc le fait que la barrière financière va être enlevée pour toutes les femmes et même pour d'autres couches de la population au fur et à mesure que nous élargissons le paquet de soins. Ça, et puis autre chose, vous avez accès à 2 numéros qui sont importants pour vous aider à accéder à ce système. Le premier, c'est étoile 151 dièse. Si vous faites ce numéro, il vous permettra de vous enregistrer pour bénéficier du programme de la gratuité des accouchements et de la prise en charge des nouveau-nés. Et il y a un autre numéro, les 151. Donc il n'y a pas de dièse, il n'y a pas d'étoile. 151, c'est un numéro où vous pouvez vous plaindre de toutes choses. Si vous voyez de la triche, si vous êtes mal pris en charge, parce que même les mauvais traitements des prestataires de santé, nous sommes en train de nous battre pour que ces choses s'arrêtent. Au président de la République, je voudrais le remercier sincèrement du fond du cœur pour son appui. Je sais que même pendant la campagne électorale, il a parlé de la couverture santé universelle à chaque stop, et même plus tard. Et comme je vous l'ai dit il y a quelques semaines déjà au Conseil des ministres, il en a encore parlé. Je voudrais le remercier sincèrement parce que je sais que ça lui tient à cœur pour impacter la population sur le plan social, comme il dit, le peuple d'abord. Merci, monsieur le coordinateur. Merci, docteur, de nous avoir reçus, et à très bientôt et bonne continuation à vous en tout cas. Voilà, donc la couverture santé universelle au Congo, c'est une réalité. C'est en train de s'étendre, donc bientôt dans toute l'étendue du territoire congolais, chaque résident au Congo aura droit à des soins de qualité. C'est la volonté du chef de l'État. À très bientôt. Bye bye. Merci à l'équipe technique.